Castignac est heureux de vous présenter l'émission Supply Chain Durable. Castignac, votre partenaire clé de la chaîne logistique mondiale. Bonjour à tout le monde. L'adaptation au changement climatique commence à s'imposer dans les débats publics, notamment suite à la récente publication du nouveau rapport d'adaptation nationale. Mais cette question interpelle aussi de plus en plus les entreprises, et notamment celles qui, par leur infrastructure, maillage territorial diffus, sont les premières et les plus visiblement exposées à ce phénomène. Donc, question fondamentale. Et pour en parler aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir mon invité qui est Clotilde Charex, directrice de la stratégie climat chez Transdev. Bonjour Valentina. Bonjour Clotilde, ravie de t'avoir avec nous sur ce sujet super important. Est-ce que tu peux te présenter succinctement à notre audience? Oui, alors donc je travaille chez Transdev, qui est une entreprise de transport public, leader mondial du transport public. On est présent dans 19 pays, sur 4 continents, sur à peu près tous les modes donc de mobilité du quotidien. Et je travaille dans cette entreprise depuis quelques années et je suis en charge de mettre en place la stratégie climatique et environnement pour le groupe et donc notamment déployer le plan d'adaptation. Lourde responsabilité. En effet. Parce que comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a une seule façon d'aborder la question de l'adaptation? Est-ce qu'il y a un seul modèle? Comment on s'y prend pour mettre en place une stratégie d'adaptation dans un groupe global, territorial? Donc les défis sont nombreux. C'est vrai, c'est vrai. C'est une très bonne question. En fait, le plan d'adaptation, c'est quelque chose qui est assez récent dans la vie des entreprises. C'est-à-dire que quand on lit les rapports du GIEC, très succinctement, quand on lit les rapports du GIEC, en fait, il y a 2 enjeux majeurs pour mettre en place une stratégie climatique. Il y a ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire comment on baisse les émissions. Et il y a l'adaptation, c'est-à-dire comment on s'adapte à un dérèglement climatique qui a des effets, évidemment, sur les activités et sur les hommes. Il se trouve que les entreprises ont avancé un peu plus sur les sujets d'atténuation que d'adaptation, et ça a été noté par le dernier rapport du GIEC. Et donc, les réglementations, maintenant, demandent aux entreprises de fournir des informations et de construire un plan d'adaptation climatique dans leurs entreprises. Et donc, évidemment, c'est un sujet majeur qu'on peut faire de 2 façons, à mon sens. Alors, on peut le faire de beaucoup de façons, mais c'est vrai que quand on s'intéresse un peu aux méthodologies, en fait, il y a 2 grandes façons. 2 grosses approches. Il y a 2 grosses approches. Il y a une approche qui est géographique, c'est-à-dire qu'on regarde les endroits où l'activité a justement des opérations, on regarde quels sont les aléas qui peuvent intervenir sur ces opérations, et on regarde comment on peut mettre en adaptation les activités pour protéger les activités et les hommes. Donc une entrée très territoriale, on part du territoire, on y est, on essaie de faire quelque chose. Exactement. C'est pas la vôtre. C'est pas la nôtre. Vous avez pris quelle autre direction? On en a pris une autre parce qu'en fait, Transdev, c'est une entreprise de transport public qui répond à des contrats de délégation de services publics. Donc en fait, on répond à des contrats qui sont remis en appel d'offres régulièrement. Donc ça veut dire qu'on a un portefeuille d'activités qui peut changer de géographie 5 ans après ou 10 ans après. Donc c'est une approche qui n'est pas forcément très pertinente pour nous, puisque en fait, on pourrait facilement être bloqué dans le fait de s'intéresser exclusivement aux aléas climatiques et ne jamais s'intéresser aux effets de ces aléas sur nos activités. C'est la raison pour laquelle nous, on est parti de ce qui est cœur à nos activités, donc de ce qu'on appelle nos processus vitaux, c'est-à-dire les processus sans lesquels un réseau de transport public ne peut pas fonctionner et sans lesquels on n'est pas en capacité d'assurer la sécurité. Et en fait, on a regardé quels étaient les effets des aléas climatiques sur ces processus-là. Tous les processus clés, les plus importants, j'imagine. Ce qui nous permet, en fait, là, on a finalisé une première version de notre plan d'adaptation, et ça nous permet d'avoir une vision assez claire des impacts qui sont les plus majeurs pour nous. Donc, on en a 4. On a les précipitations, les orages, les inondations et les îlots de chaleur. Donc, c'est... Voilà, il faut digérer, effectivement. Mais bon, il y a une question qui se pose d'emblée, parce que, à vous entendre déjà, quand vous parlez de process, déjà en interne, ça veut dire qu'il faut aller voir tous les métiers concernés. Et après, dans l'adaptation, vous pouvez être même impeccable, mais ça ne dépend pas tout de vous. J'imagine qu'il y a aussi les parties prenantes externes qui doivent être prises en compte et doivent être embarquées dans ces stratégies d'adaptation. Donc, si je comprends bien, la transversalité est clé.
C'est absolument clé, vous avez parfaitement raison. En fait, un plan d'adaptation qui fonctionne bien, c'est un plan d'adaptation qui fonctionne bien dans tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire, si je prends un exemple, par exemple, il y a eu des très gros feux à Los Angeles, en Californie, qui ont été assez traumatisants. Transdev est opérateur en Californie, dans cette région-là. Et donc, Transdev a évacué les populations et a fourni les premières aides. Mais pour faire ça, en fait, il faut s'interfacer avec les pouvoirs locaux, il faut avec les autorités publiques, tout à fait, avec les systèmes de sécurité, avec les systèmes de santé, etc., etc. Et c'est ça qui garantit l'efficacité d'une gestion de crise. Parce que quand on parle d'un plan d'adaptation, en fait, on parle de deux choses. On parle des crises climatiques, c'est-à-dire comment les aléas dans des territoires qui ne l'ont pas anticipé créent des risques très importants et des crises et des catastrophes, et comment ces aléas qu'on est en capacité d'anticiper peuvent nous permettre de travailler pour éviter ces catastrophes. Donc il y a vraiment ces deux pans exactement sur lesquels il faut travailler et qui demandent dans les deux cas un travail. Il y a l'approche pompier et l'approche anticipation finalement. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Néanmoins, vous êtes une entreprise globale de transport public. La notion de risque n'est pas nouvelle. Je veux dire, vous vous y intéressez déjà. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans la façon de penser et mettre en œuvre des stratégies pour se protéger de ces aléas quand on parle de risque changement climatique? C'est une bonne question. En fait, effectivement, une entreprise gère ses risques. Ça fait partie de son savoir-faire. Surtout quand s'il s'agit de vulnérabilité physique, infrastructurelle. Absolument. En fait, c'est très intéressant en fait, parce que c'est une nouvelle expertise. Donc en fait, l'adaptation climatique, toutes les techniques de mise en adaptation et tout l'apprentissage de ce qu'est un aléa climatique, c'est une nouvelle expertise qu'on doit intégrer dans des processus de gestion de risque qui existent et qui sont matures avec des gens qui sont formés pour le faire. Et donc, c'est vraiment une montée en compétences de tout un maillage de processus qui existent déjà à l'intérieur des entreprises. Ce que ça change, en fait, ça change la manière avec laquelle on discute, puisqu'en fait, on travaille sur des processus qui doivent monter en maturité. Donc, il y a ça, évidemment, qui change beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que on doit avoir des conversations avec nos parties prenantes externes qui sont différentes. Parce qu'en fait, quand on prend un réseau de transport, si on compare par exemple un réseau de transport de bus ou un réseau de transport de train, on va avoir des enjeux qui sont différents parce qu'un réseau de transport de bus est un peu moins vulnérable du fait de ses infrastructures. Sa flexibilité. Exactement. Transporter une flotte de bus, c'est quand même plus simple. Déplacer une flotte de bus qui est dans un territoire inondable, c'est quand même plus simple que déplacer des rails. Des trains. Ouais. Tout à fait. Donc, les techniques de mise en adaptation ne sont pas les mêmes, les investissements ne sont pas les mêmes, et donc les conversations avec les parties prenantes ne sont pas les mêmes. Mais même les professionnels du risque, ils ont été formés un peu à raisonner en termes coût-bénéfice, calcul des probabilités, aussi. Est-ce qu'on est armé, même intellectuellement, pour faire face à ces risques qui sont d'une nature beaucoup plus complexe, beaucoup plus globale, et dont les effets peuvent peut-être même être difficiles à penser? Bien sûr, ça demande un vrai travail d'imagination. Ça demande beaucoup de... En fait, ça demande énormément de conversations avec toutes les parties prenantes parce que, en fait, pour que ce soit efficace, ça nous demande d'avoir une vision globale. Ah ouais. C'est-à-dire que ça nous demande de savoir comment fonctionne le maillage de gestion de risque à l'intérieur d'un territoire. Ça nous demande de savoir qui est en capacité d'investir sur quel pan du réseau. Ça nous demande de savoir quelles sont les interactions entre les différents pans d'une ville. Et surtout, ça nous demande de savoir quelle est la capacité de résilience de tous les produits qui sont utilisés à l'intérieur d'un réseau. Si je prends l'exemple des îlots de chaleur, par exemple, en fait, ça pose une problématique qui est la problématique des climatisations. En fait, les trams... C'est l'exemple typique qu'on utilise pour parler de maladaptation. Mais... Eh bien justement, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que les clims, justement quand on parle d'adaptation climatique, souvent on dit les clims c'est une mauvaise adaptation parce que ça rejette de l'air chaud, etc. Ce qui est parfaitement vrai pour le bâtiment, c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que souvent c'est une maladaptation. Quand on parle de transport public, on parle quand même d'une boîte de métal qui transporte beaucoup de personnes. Donc en fait, si c'est pas climatisé, dans un cas d'îlot de chaleur, il fait 60 les risques à l'intérieur. Les risques de santé sont colossaux. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on peut pas laisser faire. Donc en fait, un bus où à l'intérieur il fait 65 degrés, c'est pas raisonnable qu'il y ait un conducteur à l'intérieur et c'est pas raisonnable qu'il y ait des passagers à l'intérieur. Donc il s'agit de climatiser. Ce qui est fait, bien sûr, c'est climatiser. Le problème, c'est que la plupart des climatisations ne résistent pas à plus de 50 degrés. Aujourd'hui, les îlots de chaleur
vont au-delà de ces 50 degrés. Est-ce qu'il y en a maintenant? Ça existe des infrastructures paramétrées pour résister à des températures plus hautes? En Asie, ça existe. En Asie, parce que oui, Les ils sont déjà passés par là. Absolument. Et donc, un certain nombre de produits, en fait, sont résilients à des niveaux... qu'on est en train de dépasser. Absolument. Donc, il y a tout un travail aussi d'investissement dans des nouvelles... Tout à fait. Donc, en fait, ça engage toute la chaîne de valeur. Restons sur cette idée, effectivement, en Asie, ça n'existe pas encore chez nous. Vous avez une vision un peu globale, même si le headquarter est ici. Est-ce qu'il y a une culture de l'adaptation, une façon d'aborder ces questions, ou pas du tout, différente entre un pays et l'autre? Est-ce que vous avez un peu un ressenti, une sensibilité par rapport à cette diversité géographique dans l'approche à l'adaptation? Alors, je répondrai ceci. En fait, on observe des cultures différentes dans la manière d'intégrer les risques dans les opérations plutôt. C'est-à-dire que certains pays, comme par exemple les pays anglo-saxons et l'Australie notamment, intègrent les risques très au cœur des cahiers des charges. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on observe dans le reste des cahiers des charges proposés par les collectivités locales et territoriales. Et donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans la mesure où le niveau 1 de la mise en place d'un plan d'adaptation efficace, c'est une bonne analyse de risque, et bien en fait, de fait, on a une intégration qui est beaucoup plus naturelle. Donc oui, en ça, on peut constater qu'il y a des approches assez différentes. Ça, c'est sur les aspects contractuels. Après, en fonction des modèles assurantiels, en fonction des expositions, en fonction du niveau d'infrastructure, oui, vous allez avoir des effets qui sont très différents et donc des manières de les gérer qui sont très différentes. Oui, l'assureur, on a mentionné un autre acteur clé. On ne va pas ouvrir, mais c'est sûr que ça devient, quand on parlait tout à l'heure d'impliquer les différentes parties prenantes, là, il a tout un chantier aussi. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Sur le secteur assurantiel, il y a énormément de questions, puisque, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que certains territoires, dans l'avenir, verront des aléas climatiques qui seront de moins en moins imprévisibles. Ça pose beaucoup de questions, en fait, sur la capacité des assurances à continuer à assurer un certain nombre d'activités dans un certain nombre de territoires. Aujourd'hui, on n'observe pas d'évolution particulière. En revanche, c'est des questions qui sont évidemment posées et qui sont très importantes. Et qui peuvent faire changer complètement la façon de s'y prendre, et le jeu d'alliance et tout ça, effectivement. C'est passionnant. C'est quand même un chantier qui semble énorme. Ça peut faire peur parfois, mais c'est surtout super important à le prendre avec enthousiasme et passion, je trouve. J'ai toujours une question de fin dans mes interviews. Est-ce que vous avez une métaphore, une citation, un totem qui représente le mieux pour vous les stratégies d'adaptation climatique, que ce soit chez Transdev ou n'importe? Oui. Alors, c'est une question qui n'est pas très facile parce qu'on évite quand même de faire dans le cliché. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui est l'imagination est plus importante que le savoir. Et je trouve qu'elle s'applique bien à la problématique d'adaptation parce que c'est un nouveau sujet qu'on ouvre, en fait, sur lesquels on a beaucoup de choses à apprendre. Et encore une fois, la première brique fondamentale, c'est l'analyse de risque. Et une bonne analyse de risque, c'est une bonne capacité à imaginer ce qui pourrait se passer. Et en fait, travailler de façon transversale avec toutes les parties prenantes sur comment réagir face à des événements qu'on connaît, mais dont l'ampleur va être de plus en plus importante et dont les conséquences vont être de plus en plus importantes. Moi, je trouve ça assez enthousiasmant, en fait, de faire ce travail-là et de passer par l'imagination pour construire un savoir. Merci beaucoup. Peut-être aussi déconstruisons nos savoirs pour mieux en construire d'autres qui nous arment face à ces challenges qui sont les nôtres. Et ravi pour cette émission et à une prochaine. Castignac a été heureux de vous présenter l'émission Supply Chain Durable. Castignac, votre partenaire clé de la chaîne logistique mondiale.